Voici plusieurs années, j'étais encore jeune à l'époque, je me suis dit, Ismaël, il est grand temps que tu reprennes la mer. Ce n'était pas la première fois que je quittais la terre ferme. Je me faisais généralement engager comme matelot sur un navire marchand. Mais cette fois, je recherchais autre chose. Je m'étais mis en tête de partir sur un baleinier. Je voulais voir les baleines de plus près. Je décidai alors de me rendre à Nantucket. C'est une base importante de baleiniers au large de la côte est des États-Unis. J'arrivai par une nuit noire et glaciale de décembre. J'errais un peu dans le port à la recherche d'un endroit pour dormir. Soudain, je découvris, à la faible lueur d'une lanterne, une enseigne qui annonçait « Auberge du souffleur, Peter Coffin ». Coffin, cela signifie « cercueil ». Je frissonnais, sans savoir si c'était à cause de ce nom sinistre ou à cause du froid terrible. Je poussai la porte. Bonsoir. Bonsoir. Il fait froid dehors, n'est-ce pas? Vous auriez une chambre libre pour moi? Si ça ne vous dérange pas de partager votre lit avec un harponneur, j'ai ce qu'il vous faut. Il faut d'abord que vous sachiez ce que c'est qu'un harponneur. En fait, tout ce que je sais, c'est que c'est un de ces hommes qui tuent les baleines avec leur harpon. Un harpon, c'est une arme qui ressemble à une lance. Mais c'est plus lourd et accroché à une longue corde pour pouvoir retenir la victime. Ces hommes sont en général rudes et très forts. Comme je suis plutôt du genre maigre, je préférais d'abord voir ce harponneur. Oh, ce monsieur est déjà là? Non, mais il ne doit pas tarder. Vous ne pourrez d'ailleurs pas le rater. Après ce souper qui m'avait fait du bien, je montai dans ma chambre. Malgré la fatigue consécutive à ce long voyage, je ne parvins pas à fermer l'œil. Je n'avais pas du tout envie de partager mon lit avec un étranger. Le sourire bizarre de l'aubergiste m'inquiétait un peu. Je me demandais si le harponneur allait arriver lorsque j'entendis l'escalier craquer. La porte de la chambre s'ouvrit en grinçant, et ce que je vis alors... Aubergiste! Au secours! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il ne faut pas avoir peur. Queequeg ne ferait pas de mal à une mouche. Queequeg, cet homme va dormir avec toi, ok? Bon, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais eu si peur. Le harponneur avait l'air d'un véritable cannibale. Son visage était couvert de cicatrices et, excepté une petite mèche enroulée sur le front, il n'avait pas un poil sur la tête. Dans une main, Queequeg tenait un harpon et dans l'autre un tomahawk indien qu'il faisait tournoyer dangereusement. Vous comprenez que je n'avais pas vraiment envie de me retrouver sous la même couverture que ce sauvage. Mais lorsque je fus remis de cette première frayeur, les choses se passèrent plutôt bien. Je devais d'ailleurs me dire plus tard que, finalement, nous, les gens que l'on appelle civilisés, nous avons beaucoup à apprendre de ces gens soi-disant sauvages. J'appartiens à la tribu de l'île Kokovoko. Voulez voir le monde? Grand bateau m'a emmené. Queequeg déjà tué beaucoup de gros poissons avec son harpon. Je lui racontai que j'étais à la recherche d'un baleinier qui voulut bien m'engager pour quelques années. Nous, ensemble, oui? D'accord, marché conclu. Le lendemain, je partis à la recherche de ce baleinier. Je choisis un navire baptisé Pequod. Ce n'était pas un très grand navire, mais on voyait tout de suite à quoi il servait. Sa proue était ornée de la mâchoire monstrueuse d'un cachalot. Sur le bateau, j'appris que le capitaine du navire était un homme étrange, un peu ours. Surtout depuis qu'il avait perdu une jambe. Eh oui, perdu une jambe. Elle avait été arrachée par une gigantesque baleine. Mais tous ces récits ne m'effrayèrent pas. Les propriétaires le comprirent tout de suite et ils m'engagèrent ainsi que Queequeg. Il fallut attendre encore quelques jours avant le départ.
On nous dit que le voyage durerait bien 3 ans. Vous pouvez imaginer qu'un tel voyage nécessitait certains préparatifs. Le matin du départ, ce fut le branle-bas de combat sur le pont. Attention devant, regardez où vous marchez. Les dernières provisions furent montées à bord. Les hommes occupés dans la cale et au gréement mettaient la dernière main à la préparation du baleinier. Lorsque le soleil parvint à percer les nuages, Quicog et moi nous mîmes à observer les membres de l'équipage qui montaient à bord par petits groupes. Mais toujours pas de capitaine. Vers midi, quelqu'un cria au second: « Le capitaine Cap a donné l'ordre de lever l'ancre. Est-ce que tout est prêt, monsieur Starbuck? Toutes les marchandises sont à bord? Ok. Rassemblez alors tout l'équipage sur le pont. » Tout le monde sur le pont! Levez l'ancre! Allez, que ça saute, les gars! Hissez les voiles! Et toi, oui, toi, avec ton bonnet à ligne, là, au boulot! Il n'y a pas de place pour les lambins ici. Attendez que le capitaine arrive. Vous verrez ce que c'est que de travailler. Mais hissez donc ces voiles, tonnerre! Une fois l'ancre levée et les voiles hissées, ils se mirent tous à chanter en chœur. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot. Et le navire s'élança à l'assaut de l'océan infini. Oh oui, j'ai oublié de vous présenter les hommes de l'équipage. J'ai rarement vu une bande aussi disparate. Il y en avait des sérieux, des joyeux, des grands, des petits, des gros, des minces. Il y avait même un harponneur noir du nom de Dagou et qui portait toujours 2 énormes boucles d'oreilles. Il y avait aussi un Indien pur sang, Tashtego. Il avait de longs cheveux noirs, brillants, et son corps était lisse et musclé. Il fallut encore attendre un certain temps avant de voir le capitaine, mais un matin, nous le vîmes sur le pont. C'était un homme grand, mais robuste, avec des cheveux gris et un visage ravagé, marqué par une étrange cicatrice. Celle-ci semblait partir du cuir chevelu pour passer sur le nez, puis autour de la bouche et disparaître finalement dans son cou, sous son col. Un des hommes de l'équipage prétendait qu'elle allait jusqu'à la plante d'un de ses pieds. Je m'étais déjà demandé plus d'une fois à quoi pouvaient bien servir les trous percés dans le pont arrière. Je compris enfin. Le capitaine avait une jambe d'ivoire qu'il pouvait reposer dans un de ces trous pour se tenir bien droit et fixer l'horizon tout à fait immobile. Ses pensées semblaient toujours l'emporter bien loin. « Il faut que tu fasses attention au capitaine, Quicog. Il est bizarre, crois-moi. » Après quelques jours, je sus enfin où le Pécode nous emmenait. Timonier, rassemblez tous les hommes sur le gaillard d'arrière. Tous les hommes sur le gaillard d'arrière! Marin, que faites-vous quand vous voyez une baleine? Nous crions! Bien. Et que faites-vous ensuite, les gars? On met les chaloupes à la mer! Et hardi après elle! Fort bien. Vous voyez ce doublon? Sûr, capitaine! Écoutez-moi bien. Celui d'entre vous qui me lèvera une baleine à tête blanche, au front ridé et à la mâchoire de travers, aura cette pièce d'or d'une grande valeur. Ouah! Ouah! Capitaine, cette baleine blanche n'est pas celle que l'on nomme Moby Dick? En effet, Tashtego, ce monstre a déjà tué bien des marins, et c'est lui qui m'a dématé. Mais j'aurai ma vengeance. Vous êtes prêts à livrer la chasse à ce cachalot avec moi? Toutes ces troutes pour une seule baleine, juste pour assouvir une vengeance. Je crois que cet homme est complètement fou. Il n'a sûrement rien dit à terre. On ne lui aurait pas permis de commander ce bateau. Il arriva encore d'autres choses étranges à bord du Pécode. Une nuit, quelques matelots étaient occupés à remplir les tonneaux d'eau potable lorsque l'un d'entre eux dit subitement: « Chut !» Vous avez entendu ce bruit, Kabako? Ou c'est mon imagination qui me joue des tours? Attrapez ce saut, Archie. De quel bruit parlez-vous? Écoutez,
On l'entend de nouveau. Sous les écoutilles, vous n'entendez pas? On dirait que quelqu'un tousse. Oh diable, c'est tout. Apportez ce seau. Je l'entends encore. On dirait à présent 2 ou 3 hommes qui se retournent dans leur sommeil. Quel bruit étrange. Ça suffit, camarades. Ce sont les 3 biscuits que vous avez mangés ce soir qui se retournent dans votre estomac. Dites ce que vous voudrez. Je sais que j'ai l'oreille fine. Et Archie, en effet, avait raison. Nous avions des passagers clandestins à bord et nous allions faire leur connaissance le jour suivant. Bien que le capitaine Ahab ne pensait qu'à tuer sa baleine blanche, il comprit que les hommes devraient peut-être attendre encore longtemps avant de la rencontrer. Il fallait donc les occuper pour ne pas les mécontenter. Il exhorta régulièrement les vigies à bien surveiller la mer. Et un beau jour... Elle souffle! Là! Là! Elle souffle! Où donc? Côté sous le vent! À 2000 environ! Tout un banc! Les pirogues à la mer! Harponneurs, soyez parés! Nous partons à leur poursuite! Dès que le capitaine eut lancé cet ordre, le navire fut en effervescence. Soudain, tous les matelots semblèrent rivés au sol. Le capitaine était entouré de 5 fantômes sombres qui semblaient venus du ciel. Personne ne les avait vus ni entendus, sauf Archie, bien sûr. Les étrangers avaient ce teint jaune tigre, caractéristique d'une race satanique du lointain Orient. Ils ne souriaient pas et restaient parfaitement muets. Et nous les fixions, la bouche ouverte, ébahis. Tu vois que j'avais raison. Et le capitaine était sûrement au courant. Ces messieurs sont venus spécialement pour chasser Moby Dick. En tout cas, ces hommes étranges ne l'embinaient pas. Ils appuyaient avec une telle force et à une telle cadence sur leurs avirons que leur embarcation semblait voler sur la mer. Dans les autres pirogues, les matelots suaient pour tenter de les suivre. Ils étaient tellement absorbés par leur effort qu'ils ne virent pas les nuages noirs qui menaçaient à l'horizon. Levez-vous! Vous voyez son dos, là! Attrape-la, Queequeg! Vas-y! Mais soudain, on eût dit qu'un terrible tremblement de terre secouait la mer. La baleine était passée sous notre pirogue et nous soulevait comme une plume. Le fond de notre pirogue était percé d'un énorme trou et l'eau montait à toute allure. Désespérément, nous essayions d'écoper, mais en vain. Après un moment, nous fûmes trempés jusqu'aux os et littéralement gelés. Ce monstre nous a bien nus. Nous ferions mieux de nous accrocher aux rames ou nous allons couler. Et où sont les autres? Entre-temps, la tempête s'était levée. Les vagues étaient tellement grosses que les autres embarcations avaient complètement disparu de notre vue. Nous restâmes ainsi toute la nuit, blottis les uns contre les autres, et je dois avouer que nous crûmes que notre dernière heure était arrivée. Heureusement, les picodes avaient continué à nous rechercher, et le lendemain, à notre grand soulagement, nous le vîmes percer la brume matinale. Nous fûmes repêchés et remontés à bord. Les hommes des autres pirogues avaient été plus malins que nous. Ils n'avaient pas cherché à poursuivre leur proie et étaient retournés sans plus tarder au navire avant que la tempête ne fît rage. Dis, Queequeg, ça arrive souvent des aventures comme celle-ci? Oh oui, c'est pas rare pendant une chasse à la baleine. Attends que tu rencontres la baleine blanche, t'as encore rien vu. Je ferais donc mieux d'écrire mon testament. Car même si ce monstre n'est pas aussi dangereux qu'on le dit, ma pauvre mère risque de ne jamais revoir son fils. Tu devrais voir toi, trempé des pieds à la tête et tout tremblant. Tu peux rire, rira bien qui rira le dernier. Après quelques jours, on finit par oublier les étranges personnages venus d'ailleurs. Il y avait tellement de drôles de types à bord du Pécode qu'ils se confondirent avec les autres. Seul leur chef, qui se nommait Fedallah, intrigua encore les hommes.
Personne ne savait exactement pourquoi, mais cet étranger exerçait une influence bizarre sur le capitaine. On aurait dit que ce dernier l'écoutait plutôt qu'il ne se faisait écouter. Fedallah avait de plus l'étrange habitude de monter tout en haut du mât la nuit pour guetter l'horizon. Tu as vu ce type? Il faut être idiot pour guetter les baleines en pleine nuit. J'espère que le capitaine n'a pas l'intention de nous lancer à la poursuite de ces bêtes dans le noir. Un panache des fumées, j'en vois un. Souffle en bâbord. Je la vois aussi. Regardez ce jet argenté. Vigie, à leur poste. Toute voile dehors. Nous la poursuivons à toute vitesse. Inutile, capitaine. Elle a de nouveau disparu. Ce monstre nous aura. Tu verras. Les prédictions de Quicog allaient se révéler exactes. Chaque nuit, vers la même heure, la colonne de vapeur jaillissait puis disparaissait dès que les voiles étaient hissées. Certains marins superstitieux prétendaient que ce jet d'argent provenait d'une seule et même baleine, Moby Dick en personne. Petit à petit, tout l'équipage fut surexcité à l'idée de chasser ce monstre blanc. Par une chaude après-midi très claire, il sembla même... Cette fois, ce fut Tashtego qui hurla. Yo! Une bosse blanche! C'est la baleine blanche! Le capitaine Ahab regarda avidement dans la direction que l'Indien indiquait. Je la vois aussi. Ce ne peut être qu'elle. Les chaloupes à la mer. Les amis, vous auriez dû voir ça. Nous ramions de toutes nos forces, comme des fous, droit sur la masse blanche. Mais aussi vite qu'elle était venue, la baleine disparut encore. Impossible de la retrouver. Arrêtez tout, les gars. Elle reviendra bien. Et c'est ce qu'elle fit. Mais en fait, à notre grande déception, nous avons dû constater qu'il ne s'agissait pas du tout de la baleine blanche. À la surface de l'eau, nous vîmes flotter une vaste masse pulpeuse blanche. Des bras innombrables rayonnaient de son centre et se tordaient comme un nid d'anaconda. Ce monstre n'a ni queue, ni tête. Qu'est-ce que c'est, monsieur Starbuck? Il s'agit d'un calmar géant, Archie. On prétend que c'est une des plus grandes créatures vivantes de tous les océans. On l'appelle le Kraken. Je crois que nous pouvons nous estimer heureux s'il reste là bien sagement. J'ai entendu dire que les rares baleiniers qui l'ont vu ne sont jamais rentrés au port pour le raconter. Le capitaine Ahab ne prononça pas un mot. Il fit demi-tour pour retourner au bateau. Les autres le suivirent en silence. Tout le monde avait été fort impressionné par cette rencontre, car il est rare de se trouver face à ce genre d'animal. Mais tout ce qui intéressait le capitaine, c'était évidemment de retrouver sa baleine blanche. Le lendemain, il n'y eut pas le moindre souffle de vent et il fit torride. Devant cette mer anormalement calme, la plupart des marins avaient envie de s'endormir. C'était à mon tour d'être vigie tout en haut du mât de misaine. En fait, je m'étais presque endormi moi aussi, mais j'étais sans doute protégé par un dieu, car, tandis que mes paupières s'alourdissaient, je distinguais entre mes cils, à une 50aine de mètres du navire, l'énorme dos noir et brillant d'un cachalot. Celui-là avait l'air d'un vieux monsieur très digne en train de fumer sa pipe au soleil. Il avançait lentement en soufflant paisiblement son petit nuage de vapeur. Comment la pauvre bête aurait-elle pu se douter qu'elle ne se ferait plus jamais dorer au soleil? Les chaloupes furent mises à la mer et cette fois, les harponneurs ne manquèrent pas leur cible. Nous montâmes notre premier cachalot à bord. Quelques jours plus tard, nous avons dû remettre les chaloupes à la mer. Un des rameurs habituels étant malade, ce fut Pip qui le remplaça. Pip était un gamin jovial qui n'avait encore jamais travaillé comme rameur. En fait, il était encore trop jeune et pas assez costaud pour ce genre de boulot. À un moment donné, la baleine que nous chassions donna un violent coup de queue contre la coque de notre chaloupe. Celle-ci se mit à tanguer, si dangereusement que de frayeur, le malheureux Pip sauta par-dessus bord.
Accroche-toi, foussard! Allez, grimpe à bord tout seul! Je n'y arrive pas. Je suis emberlificoté dans la ligne. Ce fut ce moment-là que la baleine choisit pour tenter de s'échapper. La ligne se tendit et Pip fut emporté par le puissant animal. Le second, qui avait d'abord traité Pip de lâche, lorsqu'il vit son visage angoissé qui virait au bleu, en eut vite pitié. Il sortit son canif et coupa la ligne d'un seul coup. La baleine s'enfuit, mais Pip fut sauvé. Lorsque le gamin remonta à bord, les hommes lui lancèrent une avalanche d'injures. J'espère que la prochaine fois, tu seras suffisamment malin pour rester à bord. Car je te jure que je ne te repêcherai plus. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seconde baleine. Les jours et les semaines s'écoulèrent. Nous naviguâmes au large de Sainte-Hélène. Après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance, nous nous retrouvâmes au milieu de l'océan Indien, mettant le cap sur l'île de Java. Un après-midi, la mer était calme et il flottait dans l'air une odeur singulière et fort désagréable. Soudain, nous aperçûmes un navire qui battait pavillon français. Il draguait en fait la carcasse puante d'une baleine en décomposition. Et vous n'avez pas tout vu. De l'autre côté, ils entraînent une baleine desséchée. J'ai toujours su que ces Français s'y connaissaient en chasse à la baleine. Eh oui, avec l'huile qu'ils tirent de ces bêtes, on ne pourrait pas éclairer une cellule de prison. Mais si tu veux mon avis, ce monstre doit renfermer quelque chose de bien plus précieux que de l'huile. Je crois que je vois ce que tu veux dire. De l'ambre, hein? Exactement. De l'ambre gris. L'estomac d'une baleine malade en regorge toujours. L'ambre dégage une odeur délicieuse. En ville, on l'utilise pour fabriquer des parfums et des bougies de luxe. Mais comment pourrait-on faire? Attends, j'ai un plan. Oh, du bateau! Il y a quelqu'un à bord qui parle anglais? Certainement. Vous ne savez donc pas que des poissons avariés et séchés peuvent vous transmettre des maladies? Hier encore, nous avons croisé un baleinier dont le capitaine et 6 matelots étaient morts de cette horrible maladie. Enfin, c'est la première fois que nous chassons la baleine. Nous n'avions jamais entendu parler de ce risque. Détachez les câbles et les filets auxquels ces carcasses sont accrochées. Nous les éloignerons du bateau. Mille merci, camarades. Dès que les carcasses furent libérées, les Français filèrent sans tarder davantage. Le second se dirigea alors vers le cadavre de la baleine et avec une bêche, il s'attaqua à la chair. La puanteur devint insupportable et Starbuck commençait déjà à se dire qu'il s'était fatigué pour rien. Mais non. Ça y est, je l'ai trouvé. Il y en a au moins 6 poignées. Nous sommes riches, sœur! Assez joué, les gars. Starbuck, si vous ne remontez pas tout de suite à bord, nous partons sans vous. À vos ordres, mon capitaine. Pendant ce long voyage, nous nous sommes beaucoup amusés, mais plus le temps avançait, plus la nervosité de l'équipage montait. Où se cachait donc Moby Dick? Ah oui, du bateau. Vous n'avez pas vu la baleine blanche? Et le capitaine anglais répondit: Moby Dick, vous voulez dire? Et ce bras en ivoire qui m'a obligé à le porter, d'après vous? Vous y avez donc laissé un bras. Et par après, avez-vous encore essayé de la capturer? Non! D'après moi, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de laisser la baleine blanche en paix!
Vous ne croyez pas, capitaine? Je dois la trouver et je la trouverai, même si je dois y laisser ma peau. Dans quelle direction nage-t-elle la dernière fois que vous l'avez vue? Vers l'est, je crois. J'en sais assez. Nous la rattraperons, je vous le promets. Et c'est ainsi que nous poursuivîmes notre route vers l'Est et le Japon. Une nuit, alors que nous naviguions au large de quelques îles rocailleuses, nous entendîmes une plainte lancinante. Hé, Archie! Ce sont peut-être bien des sirènes! Non, mon gars. J'opterais plutôt pour des marins complètement ivres. Qu'en pensez-vous, capitaine? Vous avez bientôt fini de raconter des bêtises? Ces rochers abritent des phoques. Ce sont eux qui poussent ces gémissements. Quelle que soit l'origine de ces cris étranges, les matelots étaient persuadés qu'il s'agissait d'un mauvais présage. Un matin, l'un d'entre eux découvrit que les tonneaux dans lesquels nous conservions l'huile tirée de la graisse des baleines s'étaient mis à fuir. Il fallut alors vérifier les tonneaux un par un. Starbuck alla en demander l'autorisation au capitaine. Mais ce dernier n'était pas particulièrement de bonne humeur ce matin-là. Qui est là? Foutez le camp, sur le pont! Excusez-moi, capitaine, c'est moi, Starbuck. Les tonneaux d'huile ont des fuites, capitaine. Nous allons devoir les sortir de la cale. Remonter les tonneaux alors que nous approchons du Japon? Si nous ne le faisons pas, nous perdrons en un jour plus d'huile que la quantité que nous pouvons en récolter en un an, capitaine. Nous n'allons pas nous arrêter une semaine pour vérifier un tas de vieux tonneaux! Laissez-les couler! Que vont dire les propriétaires du Pécote, capitaine? Ce n'est pas mon problème. J'en ai marre de vos litanies à propos des propriétaires du Pécote, Starbuck. Le seul propriétaire d'un navire, c'est son capitaine. C'est donc moi qui prends les décisions. Et j'étais assez clair? Et maintenant, sortez ou je vous tire dessus! Vous n'avez aucune raison de vous attaquer à moi de cette façon, capitaine. Je ne vous contredirais pas si ce n'était pas absolument indispensable. Vous êtes sur les nerfs, capitaine. Calmez-vous, bon Dieu! Vous n'avez pas froid aux yeux, Starbuck. Vous avez d'ailleurs peut-être raison. Ces derniers temps, je ne suis plus moi-même. C'est à cause de cette satanée baleine. Elle me hante jour et nuit. Je suis crevé. Faites donc remonter ces tonneaux. Faites comme il vous semble, Starbuck. À vos ordres, mon capitaine. Tout l'équipage se mit alors à remonter les tonneaux. Il fallait absolument détecter toutes les fuites. Les barils contenant l'eau potable, le pain et la viande salée se retrouvèrent également sur le pont. De grosses gouttes de sueur coulaient sur le front de mon ami Quicog. Vous auriez dû le voir peiner. Il travaillait comme un fou dans la cale humide, vêtu d'un seul caleçon de laine. Il attrapa évidemment un bon rhume. Il eut même tellement de fièvre qu'il pensa qu'il allait nous quitter définitivement. Il fit alors venir le charpentier pour lui transmettre une étrange requête. Il faut que vous me fabriquiez un canoë avec un couvercle au-dessus. Avec un couvercle? Et qu'allez-vous en faire, si je peux me permettre? Sur mon île, les guerriers qui meurent ne sont pas enterrés. On les met dans un canoë et on les confie à la grande mer. Ils partent alors pour le royaume des étoiles. Un cercueil, alors? Vous ne croyez pas que vous pourriez encore un peu attendre que... Commencez déjà. Ainsi, je pourrai voir s'il est beau. Comme vous voulez. Je m'y mets tout de suite. Lorsque le charpentier eut terminé son œuvre, Quicog se laissa délicatement déposer au fond du cercueil. Il demanda que nous fermions le couvercle et il resta ainsi immobile quelques instants. Un peu plus tard, il voulut ressortir et tout le monde constata qu'il allait déjà beaucoup mieux. Quelques jours plus tard, il put remonter sur le pont. « Oh, comment est-ce possible, Quicog? Il y a quelques jours, nous étions tous persuadés que nous ne te reverrions plus jamais. » Je me suis rappelé que je devais encore faire quelque chose à terre. Pas le temps de mourir. Tu veux dire que c'est toi qui décides si tu restes en vie ou non? Ah, bien sûr. Quand un homme est décidé à rester en vie, un maladie ne peut rien contre lui. Il n'y a qu'une tempête, une baleine ou une autre force de la nature qui peut être plus forte que lui.
Le lendemain, nous aperçûmes un grand navire, la Rachel. Celui-là apporte de mauvaises nouvelles. Crois-moi. Oh oui! Du bateau! Vous avez vu la baleine blanche? Oui, hier. Hier. Où l'avez-vous vu? Vous ne l'avez quand même pas tuée! Non, elle s'est échappée, mais elle a emporté un de nos canots. Elle s'est emmêlée dans un des filins d'un harpon. Nous la cherchons toujours car le fils du capitaine était dans le canot. Vous ne voulez pas nous aider? J'ai déjà perdu assez de temps. Non, sœur! Nous ne vous aiderons pas! À partir de ce jour, le capitaine Ahab resta nuit et jour sur le pont. 4 jours se passèrent ainsi, et toujours pas de jet de vapeur en vue. Le capitaine décida alors de monter lui-même tout en haut du mât de misaine. Il n'était pas encore arrivé au sommet du mât que, soudain... Un souffleur! Un souffleur! Un véritable iceberg! Pas de doute, c'est Moby Dick! Les chaloupes à la mer! Harponneurs, à vos postes! Moby Dick était vraiment impressionnante. Elle était, en effet, de la tête au bout de la queue blanche comme neige. Majestueuse, elle dressa fièrement sa grosse tête et remonta à la surface. Elle avait l'air si puissante et immortelle. Un peu plus tard, elle glissa si doucement sur l'eau qu'il était vraiment difficile de croire que cette baleine était capable de déclencher un véritable raz-de-marée. Pendant 2 jours entiers, nous naviguâmes à la poursuite de Moby Dick. Chaque fois que nous étions sur le point de la rattraper, elle parvenait à s'échapper. Nous perdîmes un de nos hommes et le monstre blanc fit du petit bois avec 3 de nos chaloupes. Elle en croqua tout simplement une avant de replonger. Nous attendions de nouveau anxieusement dans une chaloupe qu'elle daigne se montrer. Tu vois ces oiseaux? Ils veulent nous dire quelque chose, Ismaël. Et en effet, tout en haut dans le ciel, nous remarquâmes plusieurs oiseaux qui tournoyaient au-dessus de notre canot. Ils voient quelque chose que les yeux des hommes ne voient pas. Le capitaine Ahab scrutait l'horizon. Soudain, lui aussi vit quelque chose bouger au fond de l'eau. Une grosse masse blanche remontait à toute vitesse et augmentait de volume à vue d'œil. 2 énormes rangées de fanons éclatants apparurent. C'était la gueule monstrueuse de Moby Dick, juste en dessous de nous. Le capitaine essaya encore de sauver la chaloupe en s'appuyant de toutes ses forces sur le gouvernail. Mais Moby Dick se pencha sur le côté avant de saisir notre chaloupe entre ses terribles mâchoires. Elle se mit alors à la secouer dans tous les sens avant de la casser tout simplement en 2 d'un seul coup de dent. Triomphalement, la baleine blanche nagea ainsi parmi les morceaux de l'épave avant de replonger pour disparaître une fois de plus. Aussi vite que nous le pûmes, nous nageâmes en direction du Pécode. Heureusement, personne ne succomba. Le 3e jour, la bataille allait être décisive. La revoilà, Starbuck! Préparez ma chaloupe! C'est la dernière fois que nous chasserons ce monstre, je le sens! L'heure de ma vengeance a sonné! Capitaine, abandonnez! Il ne reste plus qu'une seule embarcation. Vous ne pouvez pas combattre cet animal tout seul. Starbuck! Nous en reparlerons tous ce soir une fois que cette baleine sera inoffensive, ficelée de la tête à la queue. Tenez-vous prêts, les gars! Cette fois, nous ne reculerons pas! À bord du Pécode, chacun retenait son souffle. Comment cela allait-il se terminer? Ramez! Ramez! Foncez droit sur elle, les gars! Mais le capitaine n'eut pas l'occasion de capturer sa pire ennemie. Celle-ci avait aussi son plan. Elle lança un regard en direction de la petite embarcation, puis un autre au grand navire, et sa décision sembla prise. Capitaine, elle fait demi-tour. Elle fonce droit sur le Pécode. C'est vrai, mon Dieu! Mon navire! Il faut sauver mon navire! En arrière toute! Avec l'énergie du désespoir,
Le capitaine tenta de rattraper la baleine, mais c'était déjà trop tard. Moby Dick vint heurter la coque du navire avec son énorme tête et y laissa un grand trou béant. L'eau s'engouffra à l'intérieur. Essayez de boucher le trou! Utilisez tout ce que vous trouvez! Mais ce fut peine perdue. Le trou était bien trop large. Et comble de malheur, Moby Dick ne se contenta pas de cette vengeance. Elle fonça une seconde fois. Finalement, l'équipage dut abandonner la lutte. Nous pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes! Tout le monde nous avait prévenus! En coulant, le Pécode provoqua un gigantesque tourbillon au centre duquel il disparut lentement avec tout l'équipage. La chaloupe du capitaine Ahab fut engloutie dans le mouvement. Moby Dick remonta à la surface avec une violence effroyable et cracha un terrible jet de vapeur. Elle semblait vouloir dire qu'elle ne supporterait plus cette chasse à la baleine. Une fois le tourbillon arrêté, la mer redevint sereine. Il semblait que rien ne s'était jamais passé. Et Moby Dick quitta dédaigneusement les lieux de la catastrophe. Vous vous demandez peut-être comment cette histoire a pu vous être racontée alors que le Pécode avait disparu corps et bien. Eh bien, moi qui vous parle, Ismaël, je fus le seul survivant de cette horrible aventure. Vous vous rappelez que Quicog s'était fait fabriquer un cercueil pour s'envoler vers le royaume des cieux. Eh bien, ce cercueil remonta à la surface après quelque temps. J'avais été le seul à ne pas avoir été emporté par le tourbillon. Pourquoi? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je parvins à me hisser dans ce cercueil dans lequel je tournais en rond pendant 2 jours et 2 nuits. Le 3e jour, je vis un navire. C'était la Rachel qui cherchait toujours le fils de son capitaine. Ils me ramenèrent à terre. De retour chez moi, je racontai ma triste histoire à ma pauvre mère et à tous ceux qui voulaient l'entendre. Plus personne n'a jamais osé se lancer à la poursuite de Moby Dick. Et qui sait, peut-être nage-t-elle toujours majestueusement sur l'immensité de la mer.